Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois les mouvements de jeunesse. Et ils ont le vent en poupe. Chaque année, petits et grands sont nombreux à vivre l'aventure, loin des parents mais dans un cadre sécurisé et structuré. Je vous propose tout de suite un sommaire de l'émission. Première séquence avec cette formation suivie par les animateurs scouts. Et au programme, trucs et ficelles pour donner aux jeunes le goût des valeurs défendues par le scoutisme. Ensuite, direction la côte belge, avec un camp de jeunesse et santé. Le mauvais temps n'avait pas réussi à décourager l'enthousiasme des plus jeunes. Plongeons maintenant dans le sud de la Belgique, en Gaume. Nous allons participer à l'installation du camp de l'Odyssée de Wavre. Et pour terminer, une invitation à la lecture et un coup d'œil vers l'agenda. Mélanie Duprier, Denis Mas et Jérôme Walmac, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Denis Mas, vous êtes vice-président de Jeunesse et Santé. Mélanie Duprier, vous êtes membre du bureau fédéral des guides catholiques. Et vous, Jérôme Walmac, vous êtes président fédéral des scouts. Alors, Corinne, que nous proposez-vous pour entrer dans cette thématique? Eh bien, les scouts belges comptent aujourd'hui 10 500 animateurs. Ils sont tous bénévoles, mais ce ne sont pas des amateurs, comme vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, consacré à leur formation. Chaque année, plus de 2500 animateurs participent aux formations organisées par la Fédération Scout. Ils ont en général entre 18 et 25 ans, hommes ou femmes, et pour la majorité, le scoutisme fait partie de leur vie depuis l'enfance. C'est stressant. Et elle a fait du rugby. Je suis chez les scouts depuis que j'ai 4 ans, donc c'était un peu la continuité de mon parcours chez les scouts. Et je regrette pas du tout d'être devenu animateur parce que c'est vraiment hyper chouette. Oui, c'est un peu une façon de, en soi, rendre ce qu'on a gagné, enfin, ce qu'on a reçu quand on était plus petit. Et c'est une façon aussi de s'amuser en fait. Nous, on s'amuse bien au camp, donc entre adultes et avec les enfants, on joue aussi. On revient un peu en enfance. Nous, on aime bien ça aussi. Les formations se déroulent sur 3 ans à raison de 2 à 4 jours par an. Au programme théorie, échange et mise en pratique entre animateurs avant de pouvoir tester tout cela sur le terrain lors des week-ends et des camps d'été. Les thématiques qui sont abordées ici en formation vont aller tantôt de quelle est la spécificité du scoutisme, quel est notre projet sur l'homme, quels sont nos moyens, notre méthode. Ça va être aussi mieux connaître le scout dont on s'occupe. Donc s'ils ont 6-8 ans, s'ils ont 16-18 ans, ce n'est pas le même profil. Quels sont les bons réflexes et les bonnes choses et les conseils à avoir pour animer les jeunes de cet âge-là. Ça va être aussi toutes des techniques d'animation très concrètes, des ateliers, des veillées, des grands jeux, des petits jeux. C'est s'entraîner à lancer des jeux, à donner des consignes. C'est travailler aussi sur si j'ai une difficulté, comment est-ce que je réagis. L'animateur, en fait, il a plein d'idées en tête et par l'amusement, par le jeu, il emmène les scouts dans l'aventure. Chaque animateur vient avec ses petits jeux, ceux qu'il a l'habitude de faire dans sa section. Et l'idée, c'est qu'on a des animateurs qui viennent d'un petit peu partout. Ça permet de faire de l'échange et chacun découvre des petits jeux, va rentrer chez lui avec des tas de petits jeux qu'il va pouvoir mettre en pratique dans sa section. Et à la fin de chaque petit jeu, on prend un petit temps pour évaluer, voir comment ils ont introduit ce petit jeu, comment ils en ont parlé, ce qu'ils peuvent modifier pour qu'il soit encore mieux. Et c'est simplement de l'échange entre animateurs pour que tout se passe au mieux. Pour moi, être scout, c'est avant tout enseigner des valeurs aux plus jeunes. Et en tant qu'animateur, nous devons enseigner ces valeurs via une méthode, la méthode scout, et à l'aide de la loi scout aussi. Et c'est en formation qu'on apprend ces valeurs et cette méthode pour arriver à la mission scout qui est un monde meilleur. Donc là, tu reçois les outils qui te sont nécessaires? Voilà, exactement, je reçois les outils qui me sont nécessaires. Et si j'avais su, j'aurais fait mes formations plus tôt. Alors, Mélanie, quelle est la nécessité de se former? Pourquoi se former finalement? Se former, ça permet d'acquérir des compétences qui sont propres au mouvement dans lequel on est. C'est un gage de qualité de l'animation qu'on peut avoir, qu'on donne. C'est un engagement aussi qu'on prend quand on devient animateur, on s'engage à former, à se former, et par rapport aux parents aussi, c'est avoir une attitude responsable que de se former, faire preuve de professionnalisme. Quelle est la spécificité de la formation, par exemple, qui est proposée chez les guides catholiques de Belgique?
Mais on a un socle commun de formation par rapport, que ce soit Jeunesse et Santé ou les scouts, dans le sens où on est tous reconnus par le même organisme. Après, je pense que les spécificités se jouent au niveau des méthodes et des pédagogies qui sont propres des uns par rapport aux autres. Par exemple, chez les scouts, est-ce qu'il y a une spécificité que vous pourriez dire, tiens, ça c'est vraiment spécifique chez nous, dans notre mouvement ? Jérôme? J'ai envie de dire la méthode scout. Donc la méthode scout en tant que telle, c'est une méthode basée sur 7 éléments, l'action, le petit groupe, la découverte, la loi scout, la symbolique, la nature et la relation très particulière qui se tisse entre un animateur et ses jeunes. Et cette méthode-là, ce cocktail tout à fait particulier, c'est une spécificité scout qui s'apprend chez les scouts. Et Jeunesse et Santé, par exemple, de Denis? Nous, la méthode spécifique, je veux dire, ça va être de former l'animateur à n'importe quel style d'animation, quoi. Il n'y a pas précisément un jeu dans les bois, précisément. Ça va être vraiment essayer d'animer les enfants de 3 à 12 ans dans n'importe quel contexte, quoi. Et que se passe-t-il si un animateur vous dit « moi, je ne veux pas être formé » ? Qu'est-ce que vous faites avec un animateur comme celui-là? Jérôme? En fait, c'est une obligation, quand on entre dans la fonction d'animateur, c'est une obligation morale de se former. Alors évidemment, il y a toute une série de gens qui n'ont pas l'occasion parce que les dates ne correspondent pas, etc. Ou d'autres qui sont plutôt rétifs ou plutôt fermés d'esprit. C'est le rôle alors de l'animateur d'unité, qui est un responsable adulte, qui est présent au sein du groupe local, de continuer, d'abord proposer un cursus de formation locale, ça, l'écrasante majorité de nos animateurs le suit, et puis alors de les pousser à aller en formation au niveau fédéral. C'est vraiment très important de s'engager pleinement dans la fonction. À JS, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, puisque la porte d'entrée au mouvement est la formation d'animateurs. Donc nous n'avons pas d'animateurs non formés, étant donné que la formation, c'est là où ça commence, quoi. C'est là où nos bénévoles font leur première entrée dans le mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Mélanie, que la formation, quelque part, professionnalise un petit peu le rôle des animateurs? Non, je ne pense pas, parce que c'est une formation qui se fait aussi de manière continue et une formation par l'action. C'est au fur et à mesure de ces années dans le mouvement, chez les guides, qu'on se forme un peu tous les jours. Il y a aussi tout ce qui est la délégation de responsabilité qu'on se fait chez les uns et chez les autres. Et on devient un professionnel en animation, mais ça n'est pas non plus un professionnalisme au sens stricto sensu, parce que ça reste du bénévolat. Les formateurs eux-mêmes sont des bénévoles, donc d'une certaine manière, ça garantit le fait que l'esprit il reste présent. Et est-ce qu'il y a des formations pour formateurs, par exemple, dans vos fédérations? Oui. À Jeunesse et Santé, il y en a une, parce que c'est aussi tous des bénévoles qui forment les animateurs, et des bénévoles qui forment aussi les coordinateurs de centres de vacances. Donc il y a des formations de formateurs. Maintenant, elle est moins obligatoire, quoi. C'est le plus pour les gens qui ont envie de se former à former, mais c'est quand même un faible pourcentage qui se forme en tant que formateur. Mais la formation existe et est ouverte, quoi. Il y a des pôles qui sont donnés dans différentes régionales, quoi. À présent, nous vous proposons de vivre l'ambiance d'un autre camp d'été. Et cette fois, nous sommes partis chez vous, Denis. C'est un camp de Jeunesse et Santé. Nous avons suivi des tout-petits, direction Middelkerk, à la côte belge. Durant une semaine, une quarantaine d'enfants de 7 à 11 ans a bravé les conditions météo du début de ce mois de juillet pour vivre des vacances très animées et découvrir la mer pour certains. Bon, malgré la pluie et le vent un peu froid, mais on fait en sorte que les activités qu'on a décidé, qu'on a organisées pour qu'elles soient à l'extérieur, se fassent quand même à l'extérieur. On met un kawaii, voilà, je crois que la bonne humeur est quand même là et les enfants oublient vite. C'est plutôt les animateurs qui sont déçus d'avoir organisé un jeu qui au soleil aurait été terrible et qui malheureusement peut-être l'est un peu moins à cause du temps. Il faut donc plus que quelques gouttes pour décourager les animateurs qui mettent tout en œuvre pour préserver les activités qui font le succès de ce camp à la mer. À côté d'activités plus physiques comme les grands jeux et les temps de plage, différents ateliers invitent les enfants au rêve et à la découverte. Alors on fait en fait un voyage autour du monde pour rechercher les 7 clés du trésor de Karam Karam. Et donc en fait le centre devient un paquebot pour les enfants qui voyagent la nuit. Et par les différents pays que l'on rencontre, on essaie d'instaurer des valeurs comme la tolérance et l'ouverture aux autres et dans la découverte justement de choses qu'ils ne connaissent un peu moins dans certains pays.
Il y a véritablement un esprit qui imprègne les camps de jeunesse et santé et qui contribue à ce que chaque enfant se réalise durant son séjour. L'esprit qui vient, oui, à l'origine des grandes valeurs qu'on peut connaître, et qui est vraiment la tolérance dans le sens large du terme. On va sur l'intégration, donc qu'on soit de n'importe quelle classe sociale. On est toujours pareil ici à Jeunesse et Santé, qu'on soit fils de médecin, fils d'ouvrier, il n'y a pas aucune différence à ce niveau-là. On est vraiment sur des valeurs de respect, d'entraide, ces choses qui font la vie en groupe. Ici, le concept, c'est qu'on a des enfants qu'on ne connaît pas à la base. Et donc, tout se construit dans les 2-3 premiers jours pour que voilà, la semaine se passe au mieux. Donc, c'est quelque chose quand même qui est assez... qui apporte énormément de choses pour les ados, parce qu'il y a quand même... Les animateurs les plus jeunes ont quand même que 16 ans, donc ça apporte énormément de choses. Et pour les enfants aussi, parce que c'est des enfants aussi qui se rencontrent entre eux. Parfois, certains se connaissent d'autres séjours qu'ils ont fait les années précédentes. Et bon, voilà, il y a quelque chose qui continue, des liens qui se créent comme ça, qui continuent par la suite. Xavier, comment ça se passe pour toi ce camp pour l'instant? Il est bien. Je m'amuse très bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Les petits jeux qu'on fait, c'est vraiment très beau jeu. On s'amuse bien, on se fait plein de copines. Et les moniteurs sont rigolos avec nous. Ce qui me plaît bien, c'est qu'on s'amuse à jouer partout près de la mer, dans les parcs. Et ça m'amuse beaucoup. Et le fait qu'il pleuve beaucoup en ce mois de juillet, c'est pas trop grave? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que tu aimes bien, en particulier à la mer? La mer. Alors Denis, quelle est la philosophie de Jeunesse et Santé en fait? D'une part, je dirais que c'est la phrase « par les jeunes, pour les jeunes », étant donné qu'une fois que nos animateurs rentrent dans le mouvement, on essaye qu'ils prennent le plus de responsabilités possible, que ce soit au niveau de l'animation, qu'au niveau des instances du mouvement, des comités, des cellules, etc. On essaye qu'ils s'investissent et qu'ils deviennent le plus possible acteurs du mouvement, de JS. Et je pense que c'est d'une part ça, d'une autre part, je dirais que la philosophie est aussi basée sur la qualité de l'animation, comme on a pu le voir dans le reportage au niveau de la mise sur thème qu'on fait des activités et de je dirais la qualité de l'animation. Vous avez quand même un lien avec les mutualités chrétiennes. Oui, Quel est-il en fait? Le lien, donc, Jeunesse et Santé est un mouvement de jeunesse. Et en fait, c'est aussi un service de la mutualité chrétienne. Donc la mutualité chrétienne a 3 publics cibles dans ses services. Elle a Altéo pour les personnes handicapées, UCP pour les personnes âgées et Jeunesse et Santé pour les jeunes. Et Jeunesse et Santé est en même temps le mouvement de jeunesse que nous sommes. Et vous avez des comptes à leur rendre aux mutuelles? Oui, bien sûr. Au niveau de ce qu'on fait de manière générale, c'est on reçoit des subsides de la mutualité chrétienne, donc forcément, il y a un cahier des charges de ce qu'on doit faire pour eux. Alors Mélanie, est-ce qu'on peut dire que le guidisme est une école de vie? Bien sûr. Bien sûr, l'objectif des guides, c'est de permettre aux enfants et aux jeunes de se construire un monde qui a du sens. Donc tout découle de là. On apprend, comme il disait, c'est à l'apprentissage par l'action. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez un sentiment que dans cette école de vie, quelque part, quand vous rencontrez d'autres personnes, est-ce que vous sentez assez vite, tiens, ça c'est une ancienne guide, c'est un ancien scout ou un ancien jeune de santé, vous sentez qu'il y a quelque chose, parce qu'on est passé par cette école de vie qui... Souvent, très vite, on se reconnaît parce qu'il y a des valeurs qui sont communes, que les gens apprennent à vivre pendant leur moment et leur passage chez les guides. Et c'est l'égalité, la fraternité, l'ouverture, l'écoute, la confiance, le respect. Et c'est des choses qu'on retrouve très fort chez les uns chez les autres. Bien sûr, elles existent ailleurs, mais elles sont présentes chez nous et ça permet de se reconnaître quelque part. Alors, Jérôme, quelles sont les qualités et les compétences que vous avez essayé de développer auprès de vos animés? Très clairement l'autonomie, le fait d'être autonome et libre, d'être conscient de ce qu'on fait, conscient et critique on dit, de ne pas accepter les choses non plus simplement parce qu'elles viennent d'en haut, d'être solidaire, d'être intérieur, le scout a une vie intérieure,
Ça veut dire quoi ça, le scouting de vie intérieure? Eh bien, c'est-à-dire qu'il se positionne par rapport à des valeurs, mais aussi par rapport à une certaine spiritualité. Donc, le scoutisme pense que l'homme n'est pas juste une expérience biologique intéressante, et donc il y a toute une recherche spirituelle qui se fait au sein du mouvement et qui est favorisée par la méthode scout, qui est comme ça proche de la nature, mais aussi qui favorise la vie en groupe. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à toucher un peu à cette dimension qui nous dépasse. Est-ce que les compétences que l'on acquiert comme ça dans ces différents mouvements de jeunesse, quelque part, sont des atouts pour la vie après, quand on devient adulte? Oui, bien sûr. Je pense que ça sert énormément au niveau, comme Jérôme l'a dit, de la remise en question aussi, de l'aspect critique que les gens vont avoir envers la société, parce que forcément, ils ont vu un autre fonctionnement, une manière de fonctionner qui est différente, donc ils vont plus remettre en question les choses. Et au niveau de la vie en communauté, même que ce soit avec des collègues de travail et compagnie, ça peut apporter énormément de choses. Mélanie, vous avez ce sentiment aussi? Oui, c'est vraiment leur permettre d'avoir une réflexion sur soi pour approfondir sa connaissance, sa propre connaissance, pour pouvoir vivre aussi en harmonie avec les autres. Parce que quand on vit en harmonie avec les autres, on apprend à vivre aussi en harmonie avec les sociétés. Et acquérir des valeurs qui sont, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'écoute, le partage, la confiance. Si les jeunes savent le faire, les adultes qui seront demain sauront le faire aussi. Alors le Grand Camp, c'est l'aboutissement de toute une année, à la fois pour les animateurs et pour les jeunes. C'est l'occasion pour eux de perdre leurs repères habituels, de découvrir ce que c'est la vie en patrouille et aussi, s'ils le souhaitent, de passer leurs promesses. Je vous invite à rejoindre la troupe de l'Odyssée de Wavre. Nous sommes en juillet et la troupe de l'Odyssée de Wavre a mis le cap sur le petit village de Couvreux, dans la région gaumaise. La Gaume, où règne un microclimat, dit le dicton populaire. Mais cette année, le beau temps s'est fait un peu attendre. Alors, comme le soleil remonte le bout de son nez, il est temps de préparer les pilotis et de tisser les hamacs. À l'Odyssée, on ne s'en cache pas, la présence d'un chef masculin est plutôt appréciée. Et le Grand Camp, c'est une aventure particulière, pourquoi ? Oui, comme je dis, c'est vraiment l'aboutissement de toute l'année et déjà par le fait que ce soit beaucoup plus long que la plupart que toutes les autres réunions. Donc c'est déjà 2 semaines, c'est quand même beaucoup, 2 semaines loin des parents, loin de la vie normale, etc. C'est dans la nature, donc on n'a plus tous les petits conforts de l'habitude, on dort plus mal entre guillemets, on n'a pas la douche, etc. Et puis oui, c'est aussi là qu'on apprend le plus de choses vraiment, notamment via la totémisation et la promesse, etc. Pour les plus jeunes, c'est l'occasion de découvrir une vie en patrouille, d'acquérir de nouvelles compétences et d'y grandir avec les aînés. Olivia est concentrée, ce Grand Camp est important. Elle a décidé d'y passer sa promesse. Pour moi, c'est un défi, c'est quelque chose qui nous pousse en avant et qui nous permet de pouvoir avancer au scout et en même temps dans la vie de tous les jours. Je fais un pas pour les autres, mais un pas pour moi-même, et c'est un peu comme un pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, quoi. Cette année, avec le staff, on a fait un petit carnet de promesses. D'ailleurs ici, Père Castor ou l'aumônier, si vous préférez, n'hésite pas à rappeler ce que cela signifie. Une promesse ne s'improvise pas. Et dans le respect de la loi scout. Alors faire sa promesse, c'est vraiment un engagement important. Après quelques mois, quelques temps de découverte un petit peu de la vie scout, eh bien, le jeune décide de pouvoir s'y engager, de pouvoir vivre selon les règles du jeu, de la vie à la troupe. C'est la loi scout, selon l'esprit scout aussi, cet esprit du service, cet esprit de vie en commun, de fraternité. Ici, l'unité a décidé de vivre cette dimension chrétienne, mais donc sans obligation aucunement. Et même, je veux dire, pour des jeunes qui seraient chrétiens, parfois de famille, de tradition, c'est l'âge où ils se posent des questions, il y a des remises en cause, des choses comme ça. Et une ouverture aussi, je crois que c'est important pour eux de s'ouvrir aussi à une spiritualité qui nous a quand même façonné, qui a façonné notre société aussi occidentale. Mais déjà le jour tombe. Dernier rassemblement autour du repas. Depuis ça me dit un truc, c'est que Ce matin, l'urgence est au montage des tentes sur les pilotis. Le vent s'est levé et l'entreprise s'annonce périlleuse. Alors les chefs sont aux commandes.
Dans la nuit, d'autres ont suivi Olivia et des souhaits de promesses se dessinent. Les animatrices guident, elles rassurent aussi. Ici, il y en a qui ont hésité cette année parce qu'elles n'ont pas envie de bâcler ça et elles ont envie de faire ça bien et de le faire à fond. Du coup, parfois, elles ne se sentent pas matures ou pas assez prêtes pour le faire. Mais ouais, on n'est jamais prêt à 200% à faire sa promesse. À 12 ans, on fait sa promesse, à 15 ans, on la comprend et à 18 ans, on la vit. Je remarque ça en tant qu'animateur, que c'est plutôt vrai comme petite phrase. Ça nous permet de grandir, de gagner de la maturité. Olivia sait que la loi guide qu'elle a choisie n'est pas la plus facile, mais c'est un chemin exigeant sur lequel elle s'engage. La guide respecte le bien commun et participe à l'effort d'éducation. Mélanie, les guides ont-elles toujours un aumônier pour les accompagner? Si oui, quel est son rôle? Alors, une grande partie de nos groupes ont toujours un aumônier, dans le sens que c'est un prêtre actif dans l'Église catholique. Maintenant, nous n'avons pas au sens stricto sensu un prêtre dans tous les aumôniers, mais par contre, nous travaillons avec l'Église, avec les paroisses, les jeunesses paroissiales, et avec des laïcs qui sont encore actifs dans leur paroisse. Leur rôle, c'est vraiment d'apporter un regard extérieur, de pouvoir permettre une prise de recul, que ce soit pour le staff, pour le groupe, en unité ou en plus petits groupes. Et parce que c'est important, le fait que ce soit aussi quelqu'un d'extérieur, ça prouve vraiment que c'est quelqu'un, que ce qu'on fait chez les guides colle aussi à la réalité et au monde extérieur. Ça permet aussi d'avoir un ancrage local dans les villes, dans les paroisses et dans les villages, autre que celui de la commune. Alors, il y a eu tout un débat chez les scouts récemment où Dieu, quelque part, il n'y a plus référence à Dieu dans la promesse. Pourquoi, en fait, Jérôme? Donc, c'est pas tout à fait exact. Il n'y a plus de référence à Dieu dans la loi scout, mais dans la promesse scout, il y a encore une référence à la dimension spirituelle de l'existence. Donc, si je rappelle les 3 doigts du signe scout, il y a le principe personnel, le principe social ou principe spirituel, qu'on appelle aussi devoir envers soi-même, devoir envers les autres ou devoir envers Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ouverture vers une démarche spirituelle qui raccroche l'être humain à quelque chose de plus grand que lui. Donc, certaines unités, certains groupes font le choix de situer leur principe spirituel par rapport à une dimension chrétienne. Partout dans le monde, il y a eu d'autres choix qui ont été faits. Les choix ne sont pas les mêmes en Belgique ou en Indonésie, par exemple, évidemment. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on constate qu'il y a aussi d'autres choix que celui de la religion catholique qui se fait dans nos groupes. Et donc voilà, chacun entame sa démarche, son principe spirituel en rapport avec ses convictions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les scouts, c'est plutôt un mouvement pluraliste, alors qu'avant, c'était un mouvement catholique? Je dirais même que c'est un mouvement multiconfessionnel, puisqu'on a toute une série de groupes locaux qui sont très clairement estampillés, on va dire, chrétiens, qui ont fait ce choix-là, qui ont un aumônier pour les accompagner. On a au moins un groupe musulman à Bruxelles, et il y a pour l'instant des groupes respectivement israélites et bouddhistes qui tapent au coin de la porte. Donc voilà, c'est une fédération multiconfessionnelle avec des groupes aussi qui sont, eux, pluralistes complètement. Et alors, qu'est-ce que vous faites du chant de la promesse? Parce que quand même, dans le refrain, il y a Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez changé le chant? Donc, le chant de la promesse, tel que vous le connaissez, c'est un chant qui a été écrit par Jacques Sevin en 1917, si mes souvenirs sont bons. Et ce chant est un chant en fait, qui était très chanté dans les mouvements catholiques. Donc, il est lié au mouvement catholique. Donc, les unités qui souhaitent continuer à l'utiliser l'utilisent. Il est toujours présent dans les chansonniers. Et il existe un chant alternatif pour les unités qui n'ont pas le souhait de faire référence explicitement à la chrétienté. Est-ce qu'il y a chez vous aussi, en Jeunesse et Santé, Denis, cette célébration de promesses, d'engagement Du tout, pas du tout, du tout. Il n'y a rien. Et une dimension spirituelle pendant les camps ou... Oui, mais ça je veux dire que c'est ouvert à chaque région de faire, un questionnement parmi les jeunes, un peu plus spirituel, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de promesses et tout ça. Je pense que dans les faits, concrètement, dans l'animation, les formations, à JS, on ne ressent pas
la mainmise d'une certaine religion. Où, on essaie justement de rester ouvert à toutes les confessions, comme Jérôme l'a expliqué. Alors Mélanie, la promesse, vous avez le sentiment très brièvement que c'est quelque chose qui aide l'enfant ou l'adolescent dans son processus de maturation? Oui, bien sûr, la promesse c'est quelque chose d'important, mais il n'y a pas que la promesse chez les guides. Pour avoir une recherche de sens et de foi, il y a aussi plein d'autres moments dans toute l'année, que ce soit des veillées de Noël, aller chanter dans des homes pour enfants, participer aux activités telles que la lumière de Bethléem. Tout ça permet vraiment d'avoir une vie qui a du sens et de se construire soi-même. Alors, merci à tous les trois de nous avoir fait entrer dans le monde des mouvements de jeunesse. Alors, Corinne, que nous proposez-vous pour poursuivre ce magazine? Bien, Philippe, je vous propose un petit peu de lecture et nous vous en proposerons d'ailleurs de temps en temps au cours de cette année. Ce premier livre est tout à fait dans l'actualité de ces dernières semaines. Je vous invite à le découvrir. C'est sur un plateau de télévision que Jean-Pierre Malmendier, dont la fille Corinne a été assassinée, et Jean-Marc Mailly, meurtrier, se croisent. À la fin de l'émission, les invités se séparent sans un regard pour l'ex-détenu. Jean-Pierre Malmendier, lui, s'est avancé vers Jean-Marc Mailly et il lui a dit « mais j'apprécie ce que vous faites et je l'admire ». Et Mailly lui a répondu « si vous saviez combien je vous ai détesté ». Parce qu'il était en prison quand la fille de Jean-Pierre a été assassinée, et à cette époque-là, dans sa douleur immense, Jean-Pierre Malmendier plaidait pour les peines incompressibles. Et donc pour les détenus, c'était difficile à vivre parce qu'ils se sentaient tous mis dans le même sac. Ils sont devenus amis parce qu'ils ont constaté qu'ils avaient suivi, avec leurs histoires si différentes et même extrêmes par certains côtés, des chemins parallèles. Pour remonter, comme ils disent, vers le monde des vivants, ils ont dû franchir les mêmes étapes de deuil, de reconstruction, tous les deux avec le regard de la société qui est un regard implacable et qui les emprisonne dans une histoire. Corinne, Jean-Pierre Malmendier n'est-il pas décédé avant la parution de ce livre? Si, Jean-Pierre Malmendier est décédé, mais Jean-Marc Mailly continue le combat, il continue à témoigner auprès des écoles, auprès des IPPJ et auprès de tous les jeunes en difficulté, et il continue aussi la SBL Revivre. Mais toute autre chose maintenant, Philippe, vous vous souvenez, nous avions invité Didier Audiamant au mois de juin, il avait un rêve, et bien ce rêve est tout près d'aboutir, Info Agenda. Le 30 septembre prochain, à 14 h, le spectacle musical Piano-Plage sera donné à Anhé, en bord de Meuse, au profit des médias catholiques. La star de ce spectacle de grande ampleur est un piano géant, identique en tout point à celui qui est apparu à Didier Audiamant, un certain 20 septembre, il y a 7 ans. Cet instrument, gardien de l'harmonie entre les êtres, la nature et la musique, a perdu son tempo. Le retrouvera-t-il ? Vous le découvrirez lors de ce beau rendez-vous le 30 septembre prochain. Plus d'informations sur pianoplage.com. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Alors Corinne, dans 2 semaines? Bien, dans 2 semaines, à l'occasion de la journée des médias catholiques, nous recevrons Herman Van Rompuy, qui est le président du Conseil européen. Alors au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.